Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le dernier épisode de On part de l'Arc 2020. C'est le On parle de l'Arc numéro 4, le On parle de l'Arc réservé au débrief avec Rémi Pinault, fidèle téléspectateur d'Equidia Turfis, qui nous fait la gentillesse d'être là. Scott Burton, journaliste, éditorialiste, correspondant français au Racing Post. Michel Zerolo, qu'on félicite pour cet achat extraordinaire de Sotsas, l'homme qui est en quelque sorte en partie à l'origine de l'histoire Sotsas. Il va nous parler un petit peu des coulisses de cette victoire tout à l'heure. Laurent Brunto, qui était présent sur l'hippodrome hier. Bonjour. Et Catherine qui a eu un petit peu de temps pour se reposer de sa longue journée, elle aussi, sur l'hippodrome de Longchamp. Elle a animé une émission internationale, The Arc, hier, durant toute l'après-midi. Allez, c'est parti. On a un peu de temps devant nous et on va tout de suite attaquer le retour sur cette journée et sur ce prix de l'Arc de Triomphe 2020, très particulier. Laurent, toi qui as l'habitude d'animer et de faire vivre et de faire monter l'ambiance sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, mais pas que, comment toi, personnellement, tu as ressenti cette année très particulière? C'est vrai que c'était assez singulier de se retrouver comme ça à 1000 pour une journée comme celle-là. J'ai croisé pas mal de gens qui m'ont dit finalement on est privilégié d'être là. C'est vrai que c'était assez incroyable de vivre un arc à 1000. Néanmoins, je trouve que finalement au niveau de l'atmosphère, moi je l'ai vécu, bon c'est vrai j'étais tout le temps au rond de présentation, etc. J'ai trouvé quand même qu'il y avait eu des beaux moments, des moments où finalement où on oubliait qu'on n'était que 1000, et j'ai eu le sentiment qu'il y a eu des moments vraiment où voilà, la joie, l'énergie est montée à un niveau très élevé. Alors il n'y avait pas 45 000 personnes pour crier, mais il y avait une énergie qui était là avec ceux qui étaient présents et qui était, je trouve, assez forte, et peut-être aussi forte que quand il y a 40 000 personnes. On l'a notamment ressenti à plusieurs occasions, mais au moment de la victoire de Taider Tanaka et au moment du retour d'Unable après ce qu'il faut qualifier de défaite dans l'arc, où elle a été applaudie par les quelques personnes qui étaient dans les tribunes, et on a senti à ce moment-là quand même un petit peu d'émotion, effectivement. Rémi, toi qui as été devant ta télé, assidu devant Equidia, comment tu as vécu cette journée? Est-ce que tu l'as vécu de façon intense comme les autres années? Est-ce qu'elle a été un peu particulière pour toi, téléspectateur? Alors, on n'a pas l'engouement du public, ça manque quand même. On voit les tribunes vides de Longchamp, c'est particulier. Après, effectivement, le retour d'Enable dans l'enclosure des balances où tout le monde l'applaudit, c'est vrai que c'est un moment, même s'il n'y avait pas grand monde, c'est un moment quand même assez exceptionnel. Il faut quand même le dire, Francky Dettori qui monte la jument, qui pointe la jument du doigt, la reine Enable qui rentre, même si elle est vaincue. Puis il y a une autre image qui m'a marqué, moi, c'est celle de Thomas Forcy en larmes. Quand il remporte avec Taïf son 4e groupe 1 du week-end. Il a gagné 4 groupes 1. Il faut savoir que Thomas Forcy, il entraîne des chevaux de crosse, il entraîne des anglo-arabes. Et cette image-là, Thomas Forcy en larmes, ça m'a aussi ému moi aussi. Oui, parce qu'il y a eu Sotsas, mais il n'y a pas eu que Sotsas, il n'y a pas eu qu'Unable, il n'y a pas eu Clark, il y a eu effectivement cette incroyable série réalisée par Thomas Forcy, et puis également la victoire de Jessica Marcialis sur Tiger Tanaka. Michel Zerolo nous fait l'amabilité de nous consacrer un peu de temps, lui qui est à Newmarket pour préparer des ventes qui commencent demain. Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes courtier, bon, je ne vais pas faire l'injure à ceux qui nous regardent de vous présenter, on vous connaît. Vous êtes un peu à l'origine de cette aventure Sotsas. Quel est votre état d'esprit, et quel était votre état d'esprit hier, juste après le passage du poteau? On vous imaginait aux anges. Planant, je crois que c'est le meilleur adjectif. On plane d'ailleurs toujours. Non, c'était extraordinaire, exceptionnel. On met du temps à réaliser. C'est le rêve d'une vie. Gagner l'Arc de Triomphe, ça n'arrive pas tout le temps. Surtout quand c'est un cheval qu'on a acheté. Vous l'avez acheté aux ventes de Yearling. Alors, je l'ai acheté aux ventes de Yearling après avoir aidé Peter Brandt à acheter sa sœur. Oui. Qui avait donc couru dans le Prix de Diane, qui avait été une malheureuse seconde du Prix de Diane, et qui ensuite de ça a fait la carrière qu'on connaît en Amérique. Sister Charlie. Sister Charlie, oui. Oui, absolument. Et vous l'avez acheté pour un homme, Peter Brandt, qui est un homme dont la passion pour les courses, mais pas que, pour le polo également, est intacte. Il a, si je ne dis pas de bêtises, gagné en tant que copropriétaire le Kentucky Derby. Il a élevé un gagnant de Kentucky Derby. C'est un homme qui cherche l'excellence, hein, vraiment. Absolument, absolument. Il va vraiment jusqu'au fond de toutes ses démarches. Quand il s'est mis à jouer au polo, il est devenu le meilleur amateur au monde. Et là, il est revenu dans le milieu des courses. Et bon, vous voyez où il en est 4 ans après.
Il a connu une période un peu d'absence entre sa victoire en tant qu'éleveur dans le Kentucky Derby et puis Une longue le milieu période, des années oui. 2010. Une grosse vingtaine d'années à peu près. Ouais. Oui. Qui était dû à une passion un peu Sa envers. passion du polo. Le polo. Ouais. Il s'est jeté à fond dans le polo. Quels sont ses principes? Quelles sont ses ambitions? Est-ce que c'est de gagner des courses? Est-ce que c'est de fabriquer des étalons? Quelle est la démarche de Peter Brandt? Il y a une démarche, je dirais, artistique, parce que c'est un homme de l'art, comme vous le savez, c'est un des plus grands collectionneurs au monde, donc il aime les mêmes choses, il aime les beaux chevaux, mais il veut monter un élevage, il veut créer un élevage de qualité, il veut fabriquer des étalons, et il y a une réalité commerciale, bien évidemment, derrière tout ça. Il est amateur. Donc on peut dire que c'est quelque part un projet quasi industriel. Quasi industriel. Il a d'ailleurs eu une réussite assez constante dans tout ce qu'il a entrepris, que ce soit dans la presse, dans l'art. Vous l'avez dit, c'est un collectionneur. Ouais. Il est également producteur de films sur des artistes tels que Basquiat, Pollock ou Andy Warhol. C'est un passionné qui fait toutes les choses à fond, c'est ça Qui fait toutes les choses à fond. C'est un esthète, c'est un passionné. Oui, exactement, c'est ça. Alors, quelles vont être les prochaines étapes pour lui? Il a un peu plus de 70 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que la passion est toujours intacte? Est-ce que l'envie de... La passion est totalement intacte. Est-ce que l'envie d'investir est toujours là? Et quelles vont être les prochaines étapes pour Peter Brandt? Comme vous l'avez vu samedi soir, elle est toujours là, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a acheté une très belle pouliche à la vente de l'Arc. À la vente de l'Arc, absolument. Ouais. Au niveau de l'émotion, vous l'avez eu depuis. Qu'est-ce que ça représente pour lui, l'Arc de Triomphe? Il est finalement le premier propriétaire à avoir réussi le doublé entre la nouvelle version du Jockey Club et le prix de l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que représente cette victoire par rapport à tous ses anciens succès? La plus belle victoire de sa vie, celle qu'il attendait, qu'il espérait en tout cas. D'accord. Catherine, avec toi, on va revenir sur ce moment exceptionnel. Comment tu l'as vécu sur place? Comment s'est articulé ton dialogue avec tes consultants au moment où on avait la chance d'avoir Fanny Hubert-Salmon sur le terrain pour nous, pour l'émission qu'on réalise en anglais pour tous les partenaires du PMU à travers le monde. Donc, l'émission a été aussi diffusée aux États-Unis. Donc, j'espère que Peter Brandt était devant les images. Toute la matinée. Bon, mais parfait. J'espère que ça lui a plu. J'espère qu'on a transmis l'émotion et l'enthousiasme de cette victoire. Bien sûr, quand on a une championne comme Enable, tout le monde parle d'Enable, on parle beaucoup d'Enable, mais il faut bien sûr essayer d'équilibrer un petit peu la parole pour parler des chances des autres chevaux. Et c'est vrai qu'avec le reportage que nos collègues d'Equidia ont réalisé chez Jean-Claude Bouget en début de semaine, c'était mardi avec Miguel Blancpain, on avait vraiment senti ce déclic dont il a parlé après la course. Grâce à cette sortie en Irlande, dans les Irish Champion Stakes, le cheval s'est réveillé, il a pris un petit peu de vitesse, il s'est vraiment remis en mode course, donc ça c'était vraiment sympa. Et ça nous a fait plaisir à tous de voir un bon résultat pour les Français dans l'Arc. On a l'habitude un peu dans cette course, même si l'année dernière il y avait Valgeist, on a pris l'habitude de voir les Anglais et les Irlandais venir et battre les Français. Et puis il y avait aussi hier le bombshell, l'effet d'une bombe de samedi soir avec le forfait de tous les chevaux O'Brien. Une démarche qu'il faut applaudir de l'entourage de Ballydoyle et de Coolmore pour ne pas vouloir prendre le moindre risque, de ne pas mettre en péril l'authenticité, le prestige de la course. Mais c'est vrai que ça a changé totalement le scénario de la course. Michel, est-ce que l'absence des chevaux de Aidan O'Brien, est-ce que cette édition très particulière avec tous ces rebondissements, le Covid, l'évolution du terrain qui a été plutôt a priori favorable à Sotsas, est-ce que tout ça vous a un peu dérangé dans la façon de vivre ou pas du tout cette victoire? Si, bien évidemment, parce que c'est une victoire qui est, je dirais, peut-être un peu moins sportive, qui est moins fair-play. Oui, on aurait préféré vraiment se battre à la régulière avec l'armada de Ballydoyle. C'est dommage, c'est toujours dommage, surtout pour ces raisons-là. Mais enfin, chapeau à Aidan O'Brien, à son équipe, d'avoir respecté l'intégrité de la course et d'avoir eu le courage de faire forfait.
Scott, Catherine parlait du choix des Irish Champion Stakes sur lequel est revenu Jean-Claude Rouget sur notre plateau hier dans le grand débrief. Est-ce que ce choix des Irish Champion Stakes plutôt... C'était pas évident à l'époque de la course. Il a suivi toute la course jusqu'à la ligne droite et il a continué. Il a fait une bonne ligne droite, mais pas vraiment en beauté. Et c'était pas évident à dire à cet instant. On a vu une gagnante de prélat de triomphe pour l'avenir, mais en fait, c'était le déclic et je me frappe hier pas par les mots de Jean-Claude Rouget, mais de Christian Demuro, qui a vraiment changé son avis après cette course, parce qu'il n'était pas en Irlande, c'était Colin King qui lui monte à l'époque. Et à cet instant, j'ai vraiment l'impression que Christian avait l'intention de monter Rabia. Et c'est le changement physique et mental de Sotsas derrière cette course qui a convaincu Jean-Claude et Jean-Claude a convaincu Christian. Et c'est une histoire magnifique de son aspect là. Christian, qui avait d'ailleurs été enthousiasmé par le travail qu'on vous avait montré dans nos différents supports, qu'évoquait Catherine le mardi qui précède la course. Rémi, un mot sur la monte de Christian Demuro, qui a eu un parcours de rêve. Il a voyagé en première classe durant la course. Il a su s'adapter à un déroulement de course qui a forcément été perturbé par l'absence des O'Brien, qui a changé la configuration de la course. Oui, il s'est mis dans le dos de Pershan King, qui allait devant par la force des choses. Et après, quand arrivé à mi-ligne droite, il a décalé Pershan King, il a bien allongé ses foulées. Il a été courageux jusqu'au bout parce que Insoup, à son intérieur, a refait quand même pas mal de longueur. Puis finalement, Insoup a fait que repousser Sotsas jusqu'au poteau. Ouais, on en reparlera d'ailleurs de la course de Insoup avec quelques données très techniques, tracking. Dans quelques instants, vous allez voir que Insoup a eu quelques données vraiment très, très intéressantes au niveau du chrono dans quelques instants. L'avenir, Michel, de Sotsas, on évoquait hier alors deux axes. La fin de sa saison, l'année prochaine, maintien ou pas à l'entraînement. Est-ce que vous avez des nouvelles news à nous donner? Est-ce que les options sont multiples? Je dirais que la tentation du moment, c'est d'arrêter les choses maintenant et de sortir par la grande porte, auréolée, on va dire. Oui, c'est une vraie tendance qui se dessine? Alors, attendez, excusez-moi, je vous ai mal entendu. C'est une tendance qui se dessine clairement, Michel? Oui, c'est ce qu'a l'air de vouloir faire Peter, oui. Parce qu'il me dit, si jamais on est battu, parce que la seule course, la course évidente, ça serait de courir la Breeders' Cup. Si on est battu à Kinland, ça retire quand même beaucoup de choses, ça serait dommage. Parfait. C'est une info parce qu'hier, on évoquait ces deux sujets. Enfin, à confirmer. Hein. À confirmer, mais c'est une tendance, faites bien de le préciser, Michel, assez nette si on vous écoute bien. Quelle est la tendance pour Enable? Alors, on va revenir sur cette tendance, mais d'abord un mot, messieurs, dames, un mot avec toi, tiens, Laurent, sur la performance d'Enable. Est-ce que tu as senti un peu une chape de plomb tomber sur l'hippodrome après la défaite d'Enable? Évidemment, il y avait la joie pour Sotsas, mais Enable n'a pas seulement été battue comme elle l'avait été l'année dernière, elle a été battue vraiment très nettement cette année. Je n'ai pas senti de chape de plomb parce que je pense que les professionnels, il n'y avait que des professionnels qui étaient sur l'hippodrome, avaient intégré le fait qu'Enable puisse échouer dans cette tentative de troisième succès. Donc finalement, je n'ai pas eu le sentiment que c'était une si grosse surprise. J'ai plutôt eu l'impression que ça aurait été peut-être plus surprenant qu'elle gagne. C'est cette impression que j'ai eue peut-être auprès des professionnels. Le grand public avait un point de vue totalement différent puisqu'elle était favorite à 1,80 €, mais j'ai plutôt ressenti ça. Bien sûr, tout le monde était déçu qu'elle soit battue, qu'elle ne soit que sixième. C'est vrai que si elle avait pu être deuxième ou troisième comme l'an dernier, ça aurait sûrement été une défaite moins radicale. Mais voilà, les conditions, ce terrain lourd qu'elle n'apprécie pas, et Lanfranco Dettori l'a confirmé encore après la course, ça faisait qu'avant l'épreuve, il y avait quand même un doute qui planait. Et puis, il y avait aussi les bruits sur Sotsas, sur Pershan King, entre autres. Et donc, on savait que ce n'était pas une victoire facile à obtenir pour Enable ce jour-là. Scott, d'ailleurs, John Gosden avait déjà annoncé la couleur assez tard sur votre support. À l'issue de la réunion de samedi, sur le Racing Post, il y avait un gros titre qui disait que John Gosden
sentait la défaite venir avec ce terrain qui était vraiment très, très pénible. Oui, c'est vrai. C'est toujours la paire que tout l'entourage a apporté. L'année dernière, elle a fait une vraie belle performance jusqu'à la dernière 100 mètres. Elle a vraiment arrêté sur un train beaucoup plus sollicité que cette édition. Mais je pense que l'épreuve, on va explorer les chiffres de tracking dans un peu, mais l'épreuve, c'est dans le cadre embarqué avec Stefan Pasky sur Gold Trip, parce que Frankie a dit il avait le projet de mener le bal et il ne peut pas pousser pour prendre la tête. Sotsas lui de passer. Et InSwoop, c'est intéressant. Il est à l'intérieur d'Enable pendant tout le parcours et j'ai parlé avec Francis Graffa après et il m'a dit c'est une vraie surprise parce que c'est un cheval il faut vraiment solliciter pendant le parcours parce qu'il a pas mal de temps, c'est difficile à suivre la course pour lui-même. Il faut solliciter et il est très, très facile à l'intérieur d'Enable. Donc, elle n'était pas dans son jeu jusque pendant tout le parcours. Et par contre, Christian Demuro, il a dit que le moment où il a senti qu'Enable n'était pas devant lui, ça lui remplit avec beaucoup, beaucoup de confiance sur ce test. Alors, en direct sur Equidia, dans le Grand Direct, John Gosden, qu'on ne remerciera jamais assez de sa disponibilité et qui a eu la grande classe de nous accorder quelques moments. Catherine, au moment où on lui posait la question à laquelle on s'attendait à avoir une réponse, mais nette, est-ce que c'était la dernière course de Nable? C'était presque une interro positive. Là, il a dit non, ce n'est pas à moi de prendre cette décision et cette décision n'est pas prise. Il n'est pas certain aujourd'hui, Catherine, que Nable arrête sa carrière sur cette défaite. Oui, tout à fait, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà un petit peu évoqué, déjà en engageant la pouliche dans la journée du Champions Day à Ascot, notamment le Killian Mares Champions Stakes sur 2400 mètres. Et puis après, il y a aussi l'option de la Breeders' Cup. Moi, je pense aussi que John Gosden, il sait que c'est le prince Khalid Abdullah qui prend la décision, qui prendra la décision. Là, il a dit encore aujourd'hui dans le Racing Post, la décision sera prise dans une semaine. Ils vont envoyer un rapport au prince pour dire comment la pouliche a récupéré de la course et puis ils vont réfléchir à la suite. On a parfois quand même des entourages, Catherine, on a parfois quand même, moi je te coupe, mais des entourages qui laissent les portes ouvertes, mais qui, après une défaite aussi radicale, même s'il y a le terrain, disent non, là maintenant, non, on arrête. Oui, c'est possible, ce serait logique, mais je pense que comme il sait que le prince Khalid Abdullah prendra la décision finale et que déjà, je pense qu'ils ont dû être un petit peu surpris l'année dernière, même si après la course l'année dernière, John a dit non, mais rien n'est définitif, mais on sentait que pour lui, c'était quand même probable que ce soit la fin de l'année dernière. Là, peut-être qu'il a envie d'être un petit peu plus dans l'attente et vraiment laisser au prince Khalid Abdullah sans aucune pression, même si je ne pense pas que prince Khalid Abdullah réagit à la pression de nous, fans et journalistes et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des options possibles si elle n'a pas eu une course dure. Mais bon, après, est-ce qu'elle a gagné les doubles lauréates de l'Arc, triple lauréate de King George? À voir, il faut aussi respecter la pouliche. Il y a le choix d'avoir à gagner, de ne pas partir sur une fausse note comme ça, mais il y a aussi le choix de vouloir ne pas partir sur une fausse note et éventuellement d'en risquer une nouvelle. Michel, avant de vous libérer, merci déjà de nous avoir accordé de votre temps, votre regard, merci à vous. votre vision de gagnant de l'Arc, mais sur la défaite de Enable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête un peu qu'elle ait échoué? Oui, évidemment, on est content d'avoir gagné. Enfin, c'est triste d'avoir une grande championne comme ça sortir un petit peu par une porte dérobée. Mais comme vous le dites, est-ce que ça vaut le coup de risquer une seconde défaite? C'est pas évident. Elle a 6 ans. Même si elle a peu couru cette année, les kilomètres s'accumulent quand même.
Ouais, les kilomètres s'accumulent et les années s'accumulent. Merci beaucoup, Les années Michel, s'accumulent. d'avoir été avec nous. Et on rappelle donc, ce n'est pas encore une info officielle, mais que la tendance lourde serait à ce que Sotsas quitte la scène sur ce succès retentissant dans le Prix de l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci. Michel. Au revoir. Laurent, un mot avec toi sur la quête enfin accomplie, enfin victorieuse de Jean-Claude Rouget, qui a disputé son premier arc il y a 26 ans. C'était sa 13e participation dans l'arc. Il l'a gagné, même si pour lui, ce n'est pas la course qu'il recherchait le plus pour établir sa personnalité dans le monde hippique. C'est quand même une drôle d'étape. C'est presque un Graal quand même. Ah bah oui, oui. Et puis c'est vrai que c'était émouvant aussi de voir tous les amis de Jean-Claude Rouget autour de lui, réunis, qui l'ont félicité tout de suite. Et puis en même temps, ils l'ont félicité. Puis en même temps, ils étaient prudents parce qu'il y avait quand même enquête à l'arrivée. Donc voilà, je suis allé voir Jean-Claude Rouget, je lui ai demandé quelques mots. Je lui ai dit, ça y est, c'est fait. Parce que voilà, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était fait. Et malgré tout, il m'a dit, bon, c'est fait, mais il y a enquête quand même. Voilà, on a patienté sagement et puis voilà, on sentait qu'il y avait, c'est un des jolis moments d'ailleurs du week-end. Hein. Pour moi, c'est la chaleur humaine autour de Jean-Claude Rouget, les amis de Jean-Claude Rouget. Il y a eu pas mal d'amis de Jean-Claude Rouget qui disaient Jean-Claude. Voilà, c'était très très sympa. Il y avait Philippe Augier, il y avait comment il s'appelle j'oublie son nom. Pas grave. Bon, il y avait du monde, voilà, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont venues le féliciter chaleureusement, ses propriétaires, ses amis. C'était très, très, très sympa. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un peu des déplacés. On a évoqué Sotsas, on a évoqué Enable, qui est la défaite marquante évidemment de cet arc 2020. On va parler des placés, notamment de InSwoop. Juste après avoir regardé ce petit sujet sur les données tracking, certes, le terrain était lourd, mais on a quand même eu quelques indications grâce au tracking hier. Regardons ça. Sotsas offre un premier Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à son entraîneur Jean-Claude Rouget et son jockey Christian Desmureaux. Deuxième, InSwoop est accrédité d'une fin de course de grande qualité. Retour sur l'Arc édition 2020 avec les données tracking. Profitant de son bon numéro dans les stalles, Sotsas s'élance parfaitement et se place dans la première partie du peloton. Persian King, qui débutait sur 2400 mètres, s'installe en tête et mène la course à un train de sénateur. Sotsas, futur lauréat, est idéalement placé dans le dos du leader. Jamais il ne sera à plus de 5 mètres de la tête de course. Comme attendu, le rythme s'accélère dans la descente, mais les positions restent figées. La belle impression de la ligne droite, Gold Trip, se retrouve loin, à 10 mètres de Persian King. Le quatrième de l'arc est alors 9e, à 1000 mètres de l'arrivée. Enable, la grande favorite, est déjà double lauréate de cette course et 5e au moment de l'emballage final. Mais les espoirs vont vite s'éteindre, elle perd 14 mètres sur le lauréat dans la dernière ligne droite. Persian King perd la tête de la course à 200 mètres du but. Sotsas s'envole vers la gloire, bien que challengé par Gold Trip qui revient à 1m30 de lui. Avec une excellente pointe de vitesse à 64 km/h, le champion de Jean-Claude Rouget met KO ses adversaires. Il entre dans l'histoire. En retrait, comme dans le Judgment Grand Prix de Paris, InSwoop est l'excellente note. Le protégé de Francis-Henri Graffard réalise les meilleurs 200 derniers mètres. Il reprend 4 mètres sur le lauréat et échoue à 1,10 m au passage du poteau. Avec Ronan Thomas, il gagne 5 places dans la ligne droite, la meilleure statistique de tous les participants. Rémi, tu voulais tout à l'heure nous parler de la performance d'InSwoop. On voit qu'il a quelques données qui sont vraiment à son avantage et que sa course est remarquable dans ce Prix de l'Arc de Triomphe. Ouais, surtout quand on entend les propos de Ronan Thomas qui dit qu'il a eu un passage à vide au moment d'enclencher. Oui. Quand on entend ça, on se dit qu'à 4 ans, ce cheval, s'il lui arrive rien, il va vraiment être redoutable. C'est vrai qu'il se met du temps à enclencher pour changer de vitesse, mais une fois qu'il change de vitesse, il a quand même une pointe acérée qui je pense, sur les 2400 mètres l'année prochaine, va faire très mal.
En fait, quand on regarde un peu ces données, on se rend compte que Sotsas de 400 à l'arrivée a été celui qui a su le plus étirer sa pointe. De 400 à 200, on a eu Goldtrip qui a fait illusion à un moment. Hein, Catherine Goldtrip, on s'est dit à 250 mètres de l'arrivée, bon sang, il vient en dehors, il est bourré de gaz, il va gagner. Oui, j'ai pensé la même chose sur le direct Goldtrip, oui, qui court remarquablement bien. C'était un peu le cheval oublié au départ de la course. Il a eu des bonnes performances tout au long de l'année, sauf sa déception dans le prix du Jockey Club. Et il a vraiment fait peur aux favoris. Oui, il a fait peur aux favoris, on peut le dire, parce qu'il a fait figure de gagnant potentiel à 200 mètres de l'arrivée. InSwooP, Scott, c'est la confirmation de la montée en puissance qui est évidente depuis maintenant quelques années, mais qui est de plus en plus régulière, de Francis Gravard, qui a été l'un des hommes du week-end. Hein. Il a gagné l'ABI, il a gagné le Daniel Wildenstein, il est deuxième de l'arc. Francis Gravard, on a quel regard sur lui, notamment depuis qu'il a gagné à Royal Ascot l'année dernière en Angleterre? Il est très bien pensé par tous les turfistes en Angleterre, en Irlande. Il est bien connu. Nous adorons le fait qu'il est toujours très disponible et il parle une anglais magnifique. Donc, il a pas mal pour lui. C'est la chose marrante que je trouve de ces deux partants de dimanche qui ont figuré dans les arrivées. Il a dit avant le coup que c'était pour l'année prochaine qu'il bossait parce que Wooded, il est convaincu que c'est un cheval pour 1200 mètres. Il n'y a pas vraiment des courses à 3 ans pour ça, sauf que le Commonwealth Cup, il faut rappeler qu'il a été engagé dans le Commonwealth Cup à Royal Ascot et il y avait pas mal de prix, pas assez qu'à Paris la semaine dernière, mais il a été un peu... Il a peur du terrain à Ascot avec l'arrivée en montant et aussi la difficulté de voyager. Il ne peut pas envoyer ses équipes avec le cheval. Donc, en fait, il a retiré au dernier moment de la seule course qu'il a vraiment envisagé pour toute l'année. Donc, pour l'année prochaine, il est très, très intéressant sur 1000 mètres et 1200 mètres. Et pour InSwooP, il a dit même chose. Avant le coup, c'était le projet de donner expérience dans le prix de l'Arc de Triomphe. Il a envisagé peut-être dans le 5 premiers, mais c'est pour l'année prochaine qu'il a vraiment travaillé. Donc, c'est une super, super récompense d'avoir les deux cours comme ça. Et avec The Revenant, il a rempli le contrat dans le Daniel Wildenstein. Il va être très, très, très en vue à Ascot pour British Champions Day, je pense. Oui, Francis Graffard, je pense qu'il n'a toujours pas digéré la défaite de Revenant, très bonne deuxième l'année dernière dans les QE2, mais je pense que Francis était vraiment très confiant avant la course. Il se voyait déjà remettre le prix des mains de la reine d'Angleterre. Et The Revenant, j'espère vraiment qu'il trouve une organisation pour pouvoir aller à Ascot dans des bonnes conditions dans 15 jours parce qu'il a envie d'une revanche dans cette course. Et puis pareil avec InSwooP, Francis, c'est vraiment un gagnant. Il a parlé avec Fanny après la course sur notre émission et il était content, mais il avait quand même un énorme regret d'être pas si près. Mais il nous a rappelé que ça fait moins de 10 ans qu'il est entraîneur et bon, il a le temps de gagner l'Arc et je pense qu'il va le faire d'ici pas trop longtemps. 26 ans entre le premier partant de Jean-Claude Rouget et sa première victoire. Donc, c'est quand même pas mal pour la performance de Francis Graffard. En 2 mots, Laurent, on se posait une question, mais vraiment en 2 mots, parce qu'on est très, très à la bourre. J'ai Adrien qui organise cette émission, qui n'arrête pas de m'envoyer des textos en disant on est trop long, on est trop long. En 2 mots, est-ce que Persian King tient la distance ou pas? Est-ce qu'on a la réponse? Oh bah moi, je dis oui, sans hésitation. C'est rapide, ma réponse est rapide. Et j'aurai la parole après encore ou c'est fini? Oui. Ah, j'ai un truc à ajouter, mais voilà. Donc oui, sans hésitation. Non, je ne sais pas, parce que hier, avec Gianni, Thierry, etc., on se posait finalement la question de savoir s'il tenait vraiment, et est-ce que s'il n'avait pas été vraiment un cheval qui tient vraiment 2004, est-ce qu'il n'aurait pas pu aller plus loin? Catherine, toi, ton avis, en 2 mots aussi. Oui, je trouve que la question n'est toujours pas, on n'a toujours pas de réponse définitive et il tient presque. Il a fait une super course, mais bon, après, est-ce que c'est important? C'est un crack sur le mile, c'est un crack sur 2000 mètres, sur 2100 mètres. C'est un détail.
et c'est formidable pour le parc étalon français qui va continuer sa carrière ici. Et oui, parce qu'une nouvelle carrière se fera lui désormais. Je vais chacun vous demander très rapidement pour conclure l'image que vous garderez de ce week-end et je commence par Rémi. Moi, je vais garder les larmes de Thomas Fourcy. Thomas Fourcy, 4 groupes 1 en 3 jours. Il a gagné les 4 groupes 1 réservés au pur sang arabe. C'est un jeune entraîneur, lui aussi, qui a 90% de son effectif d'anglo-arabe et d'arabe. Il arrive sur un objectif majeur de l'année à gagner les 4 groupes 1 majeurs. C'est extraordinaire pour un garçon basé à Royan qui a été jockey. Moi, je le félicite. C'est une grande performance sportive qu'il ne faut pas passer sous silence. Scott, ton coup de cœur, ton image du week-end, rapidement. Au pas de l'Arc, c'est la victoire de Siliway et le joie de Frédéric Rossi qui a vécu une année extraordinaire. Ça m'a plu beaucoup. Laurent? Alors moi, je vais en donner 2, mais j'aurais pu en donner plus. Je vais dire Jessica Marcialis qui remporte son groupe 1 et en effet, la folie autour de la famille Rossi. C'était vraiment assez extraordinaire. Et la réussite de Marseille avec Jérôme Régnier, il ne faut pas oublier, la veille avec Scaletti. Donc Marseille, 3 groupes, 2 groupes 1, groupe 2 pour Marseille. Donc bravo Marseille. Et c'est quelqu'un qui habite à Paris qui le dit. Et puis, et les Irlandais quand même qui ont fait le show avec Princesse Crusoe. C'était un truc de fou cette arrivée. Ça a été une arrivée incroyable. Catherine? Bon, je vais faire un. Jessica Marcialis, pour moi, c'est vraiment un exploit. Première femme jockey à remporter une course de groupe 1 en France, sans la décharge, bien sûr. Et elle qui a quand même donné naissance à son fils. On a vu des femmes jockeys gagner groupe 1 un petit peu partout dans le monde, mais dans l'hémisphère nord, j'ai l'impression que c'est le seul à l'avoir fait au niveau groupe 1 en étant mère. Donc, bravo à elle, bravo à tout l'entourage. L'histoire de Taiga Tanaka, sortir des réclamés et gagner un groupe 1 lors de la plus belle journée de course en France. Bravo à toute la team. Merci à tous d'avoir participé à ce dernier On parle de l'Arc. C'était le débrief. On vous donne rendez-vous pour de futures éditions de On parle 2 et la prochaine, peut-être le grand steeple. Qui sait. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.